Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Switch Brunch. On vous a laissé un peu seul pendant une semaine ou deux, le temps de recharger les batteries, d'accorder nos agendas. On vous a parlé de l'Euro. On est enfin focus de retour sur la WNBA qui approche petit à petit de la mi-saison. Je suis aujourd'hui rejoint par Gis. Comment ça va, Gis? Bah écoute, nickel, ma forme. La forme, la forme comme certaines équipes, mais pas toutes. On va y revenir, mais avant ça, on voulait revenir sur deux, trois petites news qui sont tombées dernièrement. Quelques petits mouvements d'équipe. La première, c'est Dewana Bonner. C'était un peu dans les bacs depuis quelques temps, depuis qu'elle avait quitté Indiana. C'est officiel, Dewana Bonner est de retour à Phoenix. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce retour à la maison plus ou moins, pour Dewana Bonner? Bah déjà c'est cool parce qu'effectivement elle va certainement clôturer là, quoi. Enfin, on sait pas s'il y a un jour à l'année prochaine, mais on peut se dire quand même que ça se rapproche plus de la fin. Donc ça c'est quand même cool sur le côté voilà, retour à la maison, même si ouais, tout a changé dans la franchise hein, par rapport à quand elle y est passée, mais bon. Après, bon, sur le jeu, bah, je veux voir. Moi, je suis un peu plus sceptique. Je sais que on en a parlé. Je sais que Shai est très optimiste. Moi, je suis un petit peu moins par rapport au style de jeu de Phoenix. On va voir comment elle va être utilisée. Là, elle a joué pas mal sur son premier match, mais il n'y avait pas Satou Sabali ni Kalea Copper, ce qui change quand même beaucoup de choses Ouais. du coup pour son rôle. On va voir comment ça se met en place. Moi, je pense qu'elle sera intéressante dans cette équipe en sortie de banc sur peut-être 15 minutes. Après, tout dépend du rôle qu'elle veut et du rôle qu'on va lui donner. J'ai l'impression que Phoenix va pas tout chambouler. Ils l'ont fait commencer sur le banc le premier match, alors qu'il n'y avait pas Satou ni Kalea Copper. Donc, je pense que si c'est pour ça et pour l'utiliser sur des minutes où il n'y a pas Alyssa Thomas, notamment, sur le terrain, je pense que c'est très bien parce que, voilà, on connaît Dewana, il lui faut des ballons, quoi. Il faut qu'elle puisse créer pour elle-même. C'est surtout de la création pour elle-même, d'ailleurs. Et donc, si elle est juste poseuse d'écran ou, tu vois, ou au-delà de la ligne à 3 points, ça risque de faire un peu comme ça a fait Indiana, quoi. Que ça soit pas très efficace. Donc, on va voir comment Nate Betts va mettre tout ça en place. Après, par contre, c'est sûr que si tu l'utilises bien, c'est un renfort quand même de taille parce que j'en ai parlé, hein. Je sais que ça n'a pas été très bien à Indiana parce que le fit n'était pas bon et on en avait parlé déjà. Mais bon, la joueuse n'est pas devenue mauvaise. Elle n'est pas passée d'un statut All-Star à ça en 4 mois, sachant qu'en plus, Devon Bonheur, elle n'a pas d'historique de blessure. Enfin, tu vois, elle se blesse jamais, elle est tout le temps là. Bon, voilà. Donc, faut juste voir l'utilisation. Moi, je suis curieux de savoir comment ils vont la réintégrer petit à petit. Et puis après, peut-être qu'ils vont la mettre aussi sur peu de minutes et l'utiliser un petit peu plus en playoff quand on sait qu'en playoff, c'est quand même un autre animal, quoi. Donc, voilà. Mais bon, bah, globalement, je suis content pour elle parce que ça n'avait pas de sens, son statut là. On va quand même dire qu'elle a laissé quand même un peu d'argent, hein, aussi sur la table. Presque Ouais, cent quasi cinquante mille 150 dollars, hein, 000 dollars, ouais. sur la table quand même pour aller à Phoenix. Donc je pense qu'elle voulait vraiment y aller, quoi. Donc bon, on va voir, hein, on va voir ce que ça Mais va donner. elle voulait vraiment partir en tout cas, Oui, parce que oui, mais elle est là peut-être aussi, quoi. ouais, Tu vois. mais ce qu'il y a, c'est que, comme tu le dis, tout dépend un peu de dans quel état d'esprit elle arrive, parce qu'elle a quitté Indiana, en disant que voilà, le rôle lui convenait pas. Je pense qu'elle voulait effectivement un rôle, de starter avec des minutes, avec un gros rôle. En tout cas, dans cette équipe-là, peut-être. Mais dans cette équipe-là, à Indiana, ça fonctionne pas. Et donc la question, parce qu'on se doute bien que à Phoenix, on la voit pas avoir ce rôle, être starter, machin. Enfin, c'est pas possible. L'équipe est construite. On en a fait plusieurs fois des brunchs justement pour expliquer à quel point Phoenix c'est une équipe qui tourne bien, mais qui tourne bien un peu sur le fil du rasoir aussi. Ça tient à deux trois choses que tu peux pas chambouler et qui correspondent pas, comme tu l'as dit, comment, aux Qualité forces, de. aux Ouais. qualités de Dewana Bonner. Donc effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que cette envie qu'elle a d'un gros rôle, il peut être tempéré parce que c'est Phoenix, entre guillemets, c'est un peu la maison, parce qu'elle retrouve Alyssa Thomas, il y a un contexte du coup personnel aussi, et qui fait que, effectivement, Dewana Bonner peut se dire, ok, j'avais envie d'un gros rôle, mais quitte à ne pas l'avoir, ici à Phoenix, c'est pas très grave parce que au niveau de mon entourage, de mon environnement, ici je peux m'en contenter, quoi. Mm. Mais oui, ça va être très intéressant à suivre. Dans les mouvements, un autre mouvement qui est tombé cette nuit.
Du coup, Ouais. on avait un peu la news que Cameron Brink du côté de Los Angeles avait repris les entraînements à 5 contre 5, donc le retour est imminent. Et dans la foulée, c'est Mercedes Russell qui a été cut. Bon, très clairement, pour laisser de la place au retour prochain de Cameron Brink. Et alors, en termes de timing, il faut savoir que je pense que la limite, c'est C'est demain la ou moitié des après-demain. matchs, la moitié de saison. Ah oui, c'est la moitié de saison, la Mm. limite pour que les contrats non garantis deviennent garantis. Donc en gros, s'il fallait couper Mercedes Russell, il fallait le faire maintenant. C'est donc la raison de ça. Mais clairement, on l'avait pressenti quand on avait fait les previews en début de saison. La présence de Mercedes Russell, elle était très certainement là en joker médical vis-à-vis de Cameron Brink. Là, Cameron Brink va venir, Mercedes s'en va, c'est assez logique. Ouais, bah ça, c'est ouais, comme tu dis, c'est la logique. Là, je suis très impatient de revoir Cameron quand même. Ça va être, je pense que ça va être cool. J'ai vu beaucoup de choses passer les dernières semaines, notamment avec les perfs d'Angel Reese. Ah, Cameron aurait peut-être pas dû être le pick 2 et tout. Je pense que les gens, ils ont un petit peu oublié aussi, tu vois, quelle joueuse elle pouvait être. Elle va être super importante défensivement dans LA parce que d'ailleurs, il y a Lynn Roberts qui a fait une déclat là, que j'ai lu ce matin en disant que le seul moyen de gagner des matchs pour les Sparks, c'était de prendre 8 points de moins par match. Elle l'a cité d'ailleurs directement. Et je pense que Cameron va contribuer largement à ça. Ça va peut-être mettre, j'ai fait une note humoristique ce matin, ça va peut-être mettre aussi un peu de peur chez les concurrents de Deepoy aussi, parce que, attention, même sur une demi-saison, hein, Mais surtout que on sait pas. c'est un trophée qui est assez ouvert, je trouve. Ouais, c'est On assez pourra pas ouvert en aussi. parler aujourd'hui, mais je trouve que c'est fort ouvert Mm, le trophée de Deepoy, tu vois, parce que par exemple, on parlait de Gabby Williams, on parlait de gens comme mm, ça. mm. Je trouve qu'il est parfois plus verrouillé que ça certaines années, et là, cette année-ci, il est fort ouvert. Il y a 15 jours, elle était encore dans le top 15 du nombre de contres, alors que ça fait un an qu'elle joue pas, quoi. Donc bon, c'est quand même assez impressionnant. Non, non, mais on va voir, ça va être intéressant. Puis voir un petit peu comment elle peut se développer aussi offensivement, parce qu'on en avait vu peu l'année dernière, Bah, du fait déjà, que dans quel état physique elle va revenir, ouais, déjà ouais, aussi. ouais. Oui, oui, bah, elle sera sans doute un petit peu en minutes. Mais là, elle a pris un an. Je pense que, tu vois, un an, c'est long, hein. Normalement, à partir de 6 mois, tu peux reprendre le ligament croisé. Là, je pense qu'ils ont vraiment pas pris de risque. La connaissant, à mon avis, elle a bossé. On va voir un petit peu aussi l'impact physique, tout ça, les habitudes. Il faut reprendre le rythme aussi, hein. C'est quand même très long, un an. Mais bon, je pense elle va être déjà très très vite impactante et c'est cool. Petit truc, j'ai oublié parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais il y a Ali Jones aussi qui a été signé par Dallas Oui, dans les moves. Voilà, parce que j'y ai repensé là pendant qu'on discutait. Donc ça, je pense que c'est plutôt un bon move aussi, hein. Ils l'ont ouais. signé jusqu'à la fin de la saison du coup. Kurt Donc Miller voilà. qui a fait une déclaration, enfin qui était en interview et qui a un peu rentré dans l'art de tout le monde en disant en gros, Nous bon je saoulez pas. paraphrase, ouais, nous saoulez pas, je sais ce que je fais, c'est le plan. Et oui, de fait, on en avait parlé en preview, t'avais pressenti que Dallas serait en reconstruction cette année-ci. C'est assez clair qu'il y a une espèce d'opération tanking. Alors ça veut pas dire que Dallas peut pas faire mieux dans le jeu par certains Bah, aspects. font mieux, hein, elles sont à 5 Oui, victoires oui, sur les oui, 10 oui, derniers oui. matchs, hein. Il y a du Oui, mieux non, hein, mais quand tout à même, hein. fait, tout à fait, tout à fait. Il y a du mieux, Mais, hein. mais je veux dire par là, par rapport aux critiques de façon globale sur ce qui se passe, Ouais. Kurt Miller a globalement dit trust the process. Non, mais le truc, c'est que tu sais, c'est toujours pareil. C'est que quand Page arrive, tu vois, tout le monde se dit, ça va transformer le truc, etc. Mais voilà, là, je pense que Kurt Miller, il est en train de lessiver tranquillement tout l'effectif, de préparer tout ça, de préparer sa draft. Et puis l'année prochaine, et puis on verra, à mon avis, une équipe des Wings 2026, je pense, complètement différente à celle qu'on voit. Et ça serait peut-être pas une mauvaise idée quand même. Mais bref, C'est clair. on évoquera ça plus tard. Ouais. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans la saison, il y a quand même eu un petit événement. Je sais plus, c'est il y a 2 jours, je pense. J'ai plus la date exacte. Mais Ouais, on bah a du c'est dans la côté semaine en tout de, cas. ouais, c'est ça. On a du côté de Chicago le maillot de d'Ali Quigley qui a été retiré. Logique, ultra logique. Alors pour ceux qui suivent la W depuis très récemment, entre autres avec l'afflux de nouveaux fans, de l'explosion récente de la ligue. Ali Quigley, donc c'est une joueuse qui ne joue plus depuis sa dernière saison, c'était en 2022, je pense. Ouais, Mais légende du Sky. Je me demande même si c'est pas la joueuse la plus identitaire du Sky, tout pour moi bêtement. ça l'est. Pas la plus forte,
Mais par Ouais, contre, mais la plus identitaire, c'est une joueuse qui est donc championne en 2021. 2021. Elle est au Sky de 2013 à 2022. C'est une joueuse qui a un début de carrière un peu compliqué. Elle est draftée avec le Storm. Elle est coupée directement. Elle joue un peu, je sais plus l'ordre, mais elle joue un peu à Phoenix. Elle joue un peu à Mm. Indiana. Elle est un peu baladée en début de saison. Elle finit même par signer un petit peu à Seattle. Elle a peu de minutes. Et puis en 2013, elle est signée à Chicago. Et dès 2014, elle est élue sixième joueuse de l'année, deux fois d'affilée. Ça explose, ouais. Chicago va en finale avec elle déjà en 2014, revient en finale avec elle, mais les finales qu'on connaît, et le titre de 2021. C'est une joueuse qui a gagné 4 fois le concours à 3 points du All-Star Game, dont en 2018 un record de 29 paniers sur 34, alors qu'a depuis été battu par Sabrina Sabrina. Mm. Ionescu, mais sur un autre format. Donc sur le Mm. format Ouais, à 34 tirs, donc le c'est le format record. Ouais. avant la balle à 4 points et ce genre de choses, enfin balle à 3 points, je sais plus Mm. c'est Mm. quoi, mais Mm. soit, c'est juste le record. Je me demande même si à l'époque sur ce format-là, c'était pas le C'était le record record garçon aussi. Ouais. garçons et Mm. filles Mm. confondus, Mm. tout à fait. Et pour la petite histoire, elle a aussi gagné l'Euroleague en 2021 avec Ekaterinbourg. Donc, joueuse. Alors, c'est pas une star, c'est pas une franchise player, plutôt joueuse de complément, shooteuse à 3 points d'élite. Mais voilà, vous pensez sniper, vous pensez à Lee Quigley, quoi. Ouais, bah, une des meilleures shooteuses de l'histoire. Je pense qu'avec Cathy Smith, tu vois, on peut. Alors, Cathy Smith, c'était une meilleure joueuse quand même, globalement, Oui, euh, oui, oui. autour, mais voilà, on pense tout de suite à ces joueuses-là. Non, mais c'est totalement mérité. Et puis, il y a un vrai côté identitaire. Elle a fait sa fac à DePaul, hein, Oui, donc à Chicago. Elle est de là. Enfin, bon, voilà, il y a. En plus du côté du fait qu'elle a fait presque toute sa carrière là-bas, parce que c'est vrai que les premières années, c'est quelques matchs, hein, comme tu le disais, elle est coupée rapidement, etc. Elle est identitaire à cet endroit-là. Elle a toujours été à Chicago. Bon, voilà, il y a tout. Non, et puis elle est hyper appréciée par tous les fans là-bas. C'est évidemment, pour moi, la joueuse la plus emblématique de la franchise, de l'histoire de la franchise. C'est bien sûr pas la meilleure parce qu'il y a quand même eu des, des sacrées joueuses qui sont passées dans la franchise. Mais voilà, ça faisait pas de doute qu'elle aurait son maillot retiré à partir du moment où elle annoncerait sa retraite, ce qu'elle a fait en début d'année, je crois, si ouais, je me dis pas de bêtises. ouais, tout à fait, tout à Voilà. fait. Alors avant de passer aux sportifs, les sélections All-Star sont tombées. Puis les sélections ont été faites par les deux capitaines, donc Caitlin On a Clark les équipes, ouais. et Nafisa Collier. Donc en gros, on a les équipes. Je vais globalement te les citer. On a donc pour la team Clark, donc les starters, c'est Caitlin Clark, Alia Boston, Sabrina Ionescu, Eja Wilson et Satou Sabali. En réserve, on a Kelsey Mitchell, Gabby Williams, Sonia Citron, Kiki Riafen, Jackie Young et Kayla Thornton. Et dans la team de Nafisa Collier, donc les starters, c'est avec Brenna Stewart, Alicia Gray, Neka Ogumike et Paige Bakers. Et les réservistes, Courtney Williams, Skylar Diggins, Angel Reese, Alyssa Thomas, Kelsey Plum et Ryan Howard. On va pas en faire des tonnes là-dessus, on s'est déjà pas mal exprimé, mais en gros, on va dire que les coachs ont fait n'importe quoi sur le choix des réservistes. Bon. Ouais, bah il manque quelques joueuses, quoi. Ouais. Donc, par exemple, je suis très content à titre personnel de Washington que Sonia Citron et Kiki Riafen le soient, mais je dois objectivement reconnaître que Non, mais elles sont peut-être pas à leur place. deux joueuses de Washington, ça fait Non, quand même, c'est quand même ça n'a difficile. ça n'a pas de sens. Après Sonia, je pense que tu pouvais éventuellement la mettre dans le débat, tu vois, après réflexion. La problématique, c'est encore une fois, c'est pas de... Moi, Kiki, pour moi, elle y est pas du tout. Pour moi, là, On est d'accord. c'est vraiment une hype balancée. Je pense que pour mettre aussi un peu de narratif, tu vois, peut-être dans la course au Oui, run aussi, enfin, tu vois, bref, voilà. Et puis un peu, comme tu te disais, côté star, enfin, tu vois, essayer de grapper un peu sur les réseaux sociaux et tout ça. Sonia, pour y avoir réfléchi après, après un petit peu beaucoup de gueule sur le moment, euh, tu peux la mettre un peu dans le débat. Le problème, c'est que quand tu regardes qui est laissé sur la route, parce que c'est toujours ça le problème des bien All-Stars, sûr, bien c'est sûr. que moi, je suis pas en train de dire que Sonia Citron, elle peut pas être All-Star. En plus, c'est une joueuse que j'adore. Mais c'est quand tu regardes qui est laissé sur la route. Et là, par contre, ça me gêne un peu plus, parce que s'il y en a une à envoyer du côté de Washington, et je sais qu'on a été dur avec elle parce qu'on comprend pas trop le projet, mais c'est Britney Size qui doit y Mais aller. oui, C'est pas Sonia. Non, mais
Sur le niveau de la joueuse, c'est évident, bien sûr. Bien Je sûr. veux dire, C'est deux discussions différentes que de parler du oui, projet d'une voilà, équipe voilà, tu vois. et du niveau d'une joueuse, bien sûr. Et après, après sur, ouais, il y a quelques oublis, bon, on peut les citer rapidement, mais je pense que Breonna Jones se fait totalement snobber. Enfin, là, il y a 2 joueuses d'Atlanta, ce qui est assez logique vu le classement et cetera, mais tu peux pas envoyer Ryan Howard si tu mets pas Breonna Jones. Alisha Gray, c'est normal, hein, qu'elle y soit, hein, c'est une saison, Ouais, d'ailleurs, mais tu je suis content qu'elle soit starter d'ailleurs, ouais, parce qu'elle, ouais, pour ouais. le coup, elle est dans la discussion MVP, alors que c'est le genre de joueuse qui aurait pu par le passé se faire snobber aussi, tu vois. Bah, elle a été sauvée par les médias et les joueuses, hein. Les joueuses l'ont mis première, hein, je crois, du classement, donc Mhm. ce qui veut Ouais, c'est dire bien. quand même quelque chose. Et puis après, bah, ouais, moi, je pense qu'il en manque aussi. Je pense que Derrick Henry a quand même été bien snobé aussi. Parce que certes, il y a la défense qui pose problème, mais enfin, la production offensive, elle est quand même là. Elle est efficace en plus. Bon, voilà. Moi, c'est pareil, je comprends pas trop Courtney Williams, hein, Non, personnellement. je suis d'accord. S'il y en a une à envoyer, une deuxième, c'est soit Lana Smith. Kayla McBride, peut-être un peu moins, a fait une moins bonne saison quand même. Puis elle a manqué un peu de match au début. Mais moi, j'aurais peut-être envoyé Lana Smith quand même. Ouais. Honnêtement. Après, je les ai pas devant les yeux, mais je suis sûr que c'est une histoire de scoring, hein, bêtement, peut-être. Oui, ouais, mais bon, c'est un scoring, encore une fois, inefficace avec des Je pourcentages suis, horribles. je Enfin suis bon, tu d'accord. vois, Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, tu vois, oui, oui, c'est. oui. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, il y a des Azura Stevens aurait pu y être, je pense, aussi dans le débat. Alors, Mhm. parce que elle est peut-être petite candidate MIP aussi, Azura Stevens, cette Après, année. ils se sont peut-être dit qu'ils allaient pas en envoyer deux de Los Angeles, qui fait pas une top saison non plus. Tu vois, il y a toujours un peu cette réflexion-là. Ouais, ouais, non, mais Il c'est vaut ce sûr. qu'elle Ouais, vaut, mais ils hein. en envoient 2 à Washington, tu vois, au final. Donc, Ah oui, 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 mais non, non, mais ça, de toute façon, voilà. Non, non, je pense que les coachs se sont un peu plantés quand même. Tu vois, il y a eu clairement. globalement, tu vois, au final, le vote des médias et des fans, des médias et des joueuses, tu vois, pour les starters était pas mal, j'ai trouvé. Mm. Mais, Globalement, je trouve que ça a bien compensé. Par contre, ouais, les coachs là, j'ai trouvé. mais surtout que pour le coup, j'ai été revérifier les éditions précédentes qui avaient ce format-là, hein, donc pas les formats avec Team USA qui sont un peu Mmh, différents. mmh. Mais on a parfois aussi, quand tu regardes les starters, tu as parfois une joueuse qui est starter, elle aurait pas dû l'être, mais c'est une joueuse qui aurait été All-Star quoi qu'il arrive, tu vois. Mais par contre, quand je regarde les autres années, je trouve que les autres années, les coachs s'étaient pas plantés enfin plantés, de notre point de vue, comme cette année-ci où, parce que moi j'en compte au moins, allez, peut-être 4 où je suis pas sûr de les envoyer en fait. Et Bah ouais, moi aussi. c'est C'est beaucoup. beaucoup, quoi. Mmh. 4, c'est beaucoup. Tu vois, que tu discutes sur une joueuse, ben, c'est compliqué. Il y a beaucoup de concurrence. Tu peux avoir des perceptions différentes. Mais là, cette année-ci, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, bref, de toute façon, c'est comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est que je trouve qu'il y a. Enfin, je sais pas ton point de vue, mais moi, j'ai l'impression que la team Nafisa Kolir. Ouais, bon, ce match, Ah oui, je sais bien, je sais bien. De toute façon, on sait bien que, un peu comme les mecs, hein, on a pendant un certain nombre de temps, on pouvait encore dire que bon, les filles, ça défendait quand même un peu plus que le match des mecs. Maintenant, on va pas se mentir, c'est devenu aussi un peu. ah, c'est le zouave là depuis qu'ils ont mis les paniers à 4 points là. Ah oui, c'est vrai, il y a ça en plus maintenant. Enfin, je sais pas s'ils vont le garder, mais ça, c'était le zouave. L'année dernière, les 2 dernières années, ça a été, je sais pas, ça a dû faire 1/37, enfin un truc, enfin ça ressemble à rien, quoi. Ça ressemble à rien. Mais bon, ouais, bon après le match, on s'en fout un peu. Mais oui, je préfère je trouve que l'équipe de Nafisa Collier, en tout cas, est plus complète, Ouais. en termes, d'effectifs. Après, voilà, ça va ressembler à rien, je pense. Mais bon, ça va être du show, quoi. Faut regarder les concours, peut-être. Les concours vont être peut-être Ouais, sympas, quoi. ouais, bah, Le le concours à concours à 3 3 points va être cool, quoi. points, c'est toujours un format qui marche bien, Ouais, je trouve. Donc, je pense que ça va être sympa, et quoi. je pense pas que les line-up soient sortis, hein, je les ai pas encore vus. Non, non, il me semble pas non plus, ouais. Euh, Bah, il y a eu des petites rumeurs, mais bon, on a vu deux trois choses, mais voilà, pour le moment, on sait pas exactement officiellement, quoi. C'est ça. Et donc, le All-Star Game, il aura lieu le samedi 19 juillet, donc c'est samedi prochain, ça. C'est ça. Ok, ça nous permet de passer ben, à la WNBA, à la Ligue, au match. Réellement, je vais vous afficher le classement tel qu'il est aujourd'hui. Et je vais le prendre pour moi. Ouais, voilà. Nous avons donc actuellement Minnesota toujours en tête avec 18 victoires pour
4 défaites. Donc là, Minnesota est à mi-saison. Phoenix est deuxième. Phoenix est passé devant New York. On aura l'occasion d'en parler après pour 14 victoires, 6 défaites. New York, 13 victoires, 6 défaites. Derrière, Seattle qui ferme le premier groupe de 4 à 13 victoires, 8 défaites. Atlanta, 12 victoires, 8 défaites. Les Valkyries, bien placés parmi les playoffables en 6e avec un bilan à l'équilibre de 10 victoires, 10 défaites, comme les Mystics juste derrière en 7e, et comme Indiana qui ferme la marche aussi. Et alors ensuite, on a Las Vegas, ça aussi on va en reparler, comme première équipe non playoffable avec un bilan en négatif de 10 victoires pour 11 défaites. Chicago, 7 victoires, 13 défaites. Los Angeles en 11e, 6 victoires, 14 défaites. Dallas, 6 victoires, 15 défaites. Et le Sun qui ferme la marche avec 3 victoires et 17 défaites. On avait pensé, parce que de toute façon on va arriver là-dessus, mais on peut peut-être parler de Vegas directement. Vegas, on avait en tout début de saison, je pense un des tout premiers brunchs, on avait commencé à parler un peu des difficultés de Vegas qui avait du mal à rentrer dans sa saison. On avait parlé du manque de profondeur de l'équipe, bah, ça s'est clairement vu. Là on a donc Vegas qui depuis 2 matchs est sorti des places playoffables pour une équipe qui était championne encore 2 ans. il y a 2 ans. Et donc là, on est sur un bilan sur les 10 derniers matchs de 5 victoires pour 5 défaites. Et surtout, j'ai noté. Ah non, non, c'est pas pour Vegas que je l'avais fait. Non, j'avais noté 2-3 stats pour Vegas pour bien montrer qu'en fait, c'est une équipe qui, globalement, sur le début de saison, est à sa place à ce niveau-là. Parce que Vegas, actuellement, c'est le 10e offensive rating, le 9e defensive rating. Et donc, et alors un petit point aussi, c'est que c'est une équipe qui est 12e à l'assist, ce qui montre aussi parfois une équipe qui dysfonctionne dans le jeu. Las Vegas, on pose la question, elle est un peu provocatrice, mais c'est pour un peu lancer le débat. Est-ce que c'est une fin de cycle à Vegas? Parce que, et comme ça je termine et puis je te laisse là-dessus, au-delà du jeu, des difficultés dans le jeu, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de frustration, on voit pas mal de frustration des fans envers Becky Hammon, entre autres, envers le coaching staff de façon globale. On voit Becky Hammon qui, elle, est frustrée aussi de ses joueuses, qui a plusieurs fois parlé du manque Effort, ouais. d'efforts, en tout cas pour tout ce qui est défense et tout ça. Euh, voilà, c'est... Qu'est-ce qui se passe à Vegas? Bah, je pense qu'on est dans le fin de projet, ce qui arrive à toutes les équipes, et que peut-être que ce qui s'est passé, c'est que Vegas l'a pas senti. Oui. L'année dernière, elles font encore top 5, elles font demi-finalistes, elles se font quand même écraser par New York, hein. Enfin, faut se Et rappeler en elles demi-finale. finissent quatrième, hein, elles sont quand même quatrième, cinquième, Oui, oui, tout oui. au long de la Oui, non, non, saison. mais bon. Ouais, mais donc tu vois, il y a un truc un peu, et une Chelsea Gray qui était, comment, entre guillemets, un peu en dessous la saison passée, mais surtout, je pense, une Eja Wilson qui était complètement en feu, Eh oui, mais qui a j'allais en permis parler, ouais. de sauver un peu la saison. Bah oui, non, mais c'est ça. Je pense que la fin de cycle, elle était déjà un peu là. Et déjà l'année dernière, elle fait une saison, mais on l'a dit, historique. Et elle fait une bonne saison là, hein. Elle est encore, je regardais hein, ce matin, tu vois, 22 points, un truc comme ça. 27 là, tu vois, 27, 8, 9 rebonds. Enfin bon, tu vois, il y a du contre. Elle est un petit peu moins efficace au tir quand même. Mais l'année dernière, il y a 6 points de moins par rapport à l'année dernière, tu vois. Donc forcément, ça joue. Et du coup, bah, moins d'efficacité, mais c'est normal en fait. C'est la saison dernière qui était une saison anormale. C'était pas une saison normale en fait, entre guillemets. C'est peut-être une des plus belles saisons individuelles de l'histoire de la WNBA, en termes de production en tout cas, de réussite, d'adresse. Donc là, ça rentre un peu dans le rang, et puis voilà, puis il y a des joueuses qui prennent un an de plus, et puis comme tu l'as dit, il y a le banc. Moi, je pense qu'il y a des problèmes de structure de jeu aussi. Tu vois, on voit quand tu parlais de l'assist, c'était intéressant. C'est une équipe qui se passe très peu la balle. Chelsea Gray monopolise beaucoup le ballon. Historiquement, c'était son jeu, hein, tu sais, de beaucoup dribbler, de beaucoup jouer d'isolation. Sauf que j'ai l'impression qu'elle est plus assez forte Elle fait parce plus que les l'âge différences. avance, quoi. Elle fait plus beaucoup de différence. Et du coup, bah, ça marche moins bien. Parce qu'il faut se rappeler, hein, en 2022, en 2023, en playoff, elle joue des isolations de malade et elle met tous les tirs, en fait. Et c'est comme ça qu'elle arrive à être MVP des finales. Mais ça, elle y joue encore, hein, on le voit encore. Mais sauf que bah, ça score plus, quoi. Ou beaucoup moins efficace. Euh, Drew Lloyd, c'est
c'est un petit peu mieux là quand même depuis les derniers matchs. Il y a un petit peu de mieux, elle retrouve du scoring, mais je trouve que ça va pas assez au cercle. C'est une équipe qui, on en avait parlé, qui pouvait être un gros avantage sur la provocation de lancer franc. Alors j'ai pas vu le match hier, j'ai regardé quand même le box score ce matin, il faut que je me le fasse en replay, mais j'ai vu qu'elles avaient enfin, je sais plus, 25 lancers francs, je crois, à 3 joueuses avec Jackie Yang, un truc comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Mais il faut qu'elles retrouvent ça, hein, parce que pour moi, c'était l'avantage de l'équipe. Elles avaient une capacité d'aller au cercle, de provoquer beaucoup de fautes. Le problème, c'est que le spacing n'est pas toujours bon. Il y a beaucoup de défenses d'Eja Wilson, tu vois, qui font des murs défensifs. Ça empêche d'aller au cercle. Ça se passe pas beaucoup le ballon. C'est pas très dynamique. Je trouve que Jackie Young fait une bonne saison. Elle est globalement à son niveau. Mais par contre, derrière, bah, Eja est un peu en dessous. Chelsea Gray est loin. Joey Lloyd est loin. Et puis, il n'y a pas de banc, quoi. Nalissa Smith, alors, je pense qu'on en reparlera à terme parce que là, si Vegas explose complètement, bah, les pics balancés, je rappelle que l'année prochaine, c'est à Seattle qui va le pic de premier tour. Et en 2027, il ira à Dallas. Donc je pense qu'on reparlera de ces trades, hein. Mais globalement, par contre, l'ajout de Nalissa Smith, c'est plutôt pas mal, hein. Elle a un peu de scoring, elle prend du rebond. Je la trouve plutôt intéressante. Il y Après, a, ça suffira pas, quoi. il y a Ça Megan suffira pas. Gustafsson qui vient de revenir, donc ça va Ouais. permettre de ramener aussi Bon, un peu de. après, je pense qu'elles vont aller en playoff. Honnêtement, je suis pas trop inquiet quand même. En plus, bon, on en a parlé quelques fois, mais tu vois, il y a peut-être des équipes comme Washington et Golden State qui, au bout d'un moment, vont peut-être mettre un peu le rideau pour quand même se dire, bon, finalement, la draft, c'est peut-être une bonne idée quand même. Je pense qu'elles vont y aller. Tu vois, elles sont pas loin, hein. Au final, il y a quoi? Il y a un match d'écart, je crois, c'est ça? Ouais, il y a euh, un demi-match, ouais, un demi-match avec Indiana. Bon, je pense qu'elles vont y aller, mais le problème, c'est que bah, si tu fais septième, enfin voilà, tu risques de sortir au premier tour et puis bah, on verra l'année prochaine. Je suis pas trop inquiet quand même pour la Free Agency. C'est une destination, voilà, il y a des bonnes installations, il y a un bon propriétaire. Je pense que c'est une équipe qui peut attirer quand même, tu vois, des free agents. Mais à mon avis, l'équipe l'année prochaine ressemblera pas du tout à celle de cette année. Je pense Bah, on est sur la fin du projet, quoi. on en avait parlé en off, hein, mais moi je pense que si je suis le GM de l'équipe, parce que On encore une sait fois, pas trop d'ailleurs. oui, bref, si on sait, Non, mais mais je me moque, je me moque, je me moque, je me moque. c'est un peu flou. Il y a une époque où on n'a pas su en tout cas, mais Je me moque. c'est vrai que ouais, moi parce que tout le monde est free agent, hein, comme toutes les équipes pour cette free agency 2026. Je mets le contrat à Eja Wilson, je mets le contrat à Jackie Young, qui est pour moi ton noyau dur, et tout le reste, oui, je dis pas que je les re-signe pas, mais à nos conditions, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que bah, après on verra, hein, là on anticipe un peu, Ouais, ouais. mais là ouais j'ai du mal à voir Vegas se relever. Encore une fois, pour être un prétendant au titre, hein. Ouais. C'est de ça qu'on parle, hein. C'est pas d'aller en playoff. Mm. Ça, c'est possible. Peut-être même passer un tour, tu vois, faire une surprise, pourquoi pas, parce que il te reste du talent. Mais voilà, pour moi, c'est plus un candidat au titre. Clairement, quand tu vois les ratings, c'est une équipe qui est en net rating négatif, hein. Oui, j'allais en parler parce que justement, juste après, on va parler de Golden State. Et Golden State, en fait, c'est marrant parce qu'en termes de net rating, Golden State et Vegas sont juste l'un à côté de l'autre. Mais il y a un gros shift, c'est que le net rating de Vegas est en -2 et le net rating de Golden State est en +2. Ce qui veut dire que, par exemple, ben, les deux ont une attaque moyenne, mais la défense de Golden State leur Ouais, permet d'être plus positif que voilà. Et ça nous permet donc, on parlait de Las Vegas, équipe en difficulté, et de parler de Golden State qui est bonne surprise, oui, peut-être bonne surprise quand même dans les résultats. Moi, je suis pas étonné que l'équipe fonctionne comme ça. Une équipe, on l'avait dit, avec pas mal de joueuses intelligentes, bien coachées, pas mal de vétérans au final, une équipe pas si jeune que ça. bah Mais, non, c'est une des équipes presque les plus âgées, ouais, de la ligue, au final. mais Golden State est donc à l'heure actuelle sixième de la ligue, bilan à l'équilibre, 10 victoires, 10 défaites. Bon, comme on l'a dit, hein, les sixième, septième, huitième ont exactement le même bilan, donc ça peut encore très vite chuter, il suffit d'une défaite. Mais en tout cas, Golden State qui fonctionne plutôt sur une bonne défense, hein, on l'a dit. L'attaque, l'attaque, c'est pas génial, mais il y a une joueuse qu'on avait envie de mettre en avant dans cet effectif, qui est une joueuse qu'on aime bien depuis longtemps, mais dont, à notre goût, on parle pas assez souvent. C'est Veronica Burton. Et est-ce que Veronica Burton, c'est pas la principale concurrente de Gabby Williams pour le titre de MIP?
Ouais, je pense qu'il y en a d'autres. Je sais qu'elle n'a pas été citée là sur ESPN. Bon, après, voilà, hein, les trophées ESPN à mi-saison, faut peut-être les fuir comme la peste, mais c'est autre chose. Non, bah, moi, honnêtement, je pense que c'est la joueuse qui a le plus progressé. Encore une fois, ça dépend ce qu'on juge, tu sais, toujours dans le MIP. Si on juge l'augmentation de stats ou si on juge la progression de la joueuse, la progression Ouais, même, individuelle. même ses Dans stats le... ont Voilà, franchement compté, hein. oui, ah bah évidemment, évidemment, mais son rôle a augmenté aussi, tu vois. Bien Et c'est sûr. toujours la difficulté quand tu analyses que par le côté stats, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est l'augmentation du rôle ou l'augmentation des skills, en fait, individuels de la joueuse. Et là, moi, je la vois faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Je la vois aller beaucoup plus au cercle. Elle a progressé énormément à 3 points aussi, à la passe aussi. On a toujours vu, on le sait depuis le début que c'est une défenseuse d'élite, qu'elle est capable de défendre sur la balle comme peu de joueuses sont capables de faire. D'ailleurs, dès sa saison rookie, je me rappelle à Dallas, elle était envoyée sur systématiquement, Vicky Johnson l'a bêté sur D'ailleurs, systématiquement les meilleures joueuses de la ligue avec des bons résultats. Elle participe énormément à cette défense, hein, parce que comme tu l'as dit, Golden State, c'est, elle gagne des matchs que là-dessus, parce que l'attaque, en fait, elle est très, très peu hiérarchisée, l'attaque, c'est tout le monde se passe la balle, mais par contre, on le voit régulièrement dans les matchs, en fait, elles en perdent beaucoup sur la fin parce que bah, il manque le ça closer. manque d'une joueuse hors norme, en fait, pour clore les matchs, quoi. Et donc, mais Véronica, ouais, c'est assez impressionnant le volume de playmaking, le drive, la provocation de lancer franc. Ça paraît pas, mais elle est quand même un peu tankée. Et, alors, il n'y a pas forcément des fois une énorme réussite sur ses finitions de drive, mais en fait, c'est parce que c'est faussé par le fait qu'il a provoqué énormément de fautes. Donc, en fait, il y a beaucoup de points que tu ne vois pas en finition, mais qui sont dans les lancers francs, du coup. Mmh. Et ça, c'est. Elle en provoque plus de 4 par match, hein, Ouais, et à 86%, donc voilà, donc ça, c'est positif. Non, je pense que oui, c'est une joueuse qui est, à mon avis, dans la discussion, et qui a certainement pas encore fini, peut-être sa progression, hein. On va voir, hein, parce que ça reste encore une jeune joueuse, hein. elle a Et, 25 ans, hein. euh, et déjà, quand tu commences enfin, quand tu es une défenseuse d'élite et que ton problème, c'était l'attaque, parce qu'il fallait quand même le dire, voilà, il y avait un gros compromis offensif, mais que tu commences à être viable en attaque, parce que là, elle commence, hein, seulement. Alors, il y a encore des petits soucis de temps en temps d'efficacité et de finition. Mais vu le rôle qu'elle a pris cette année, je pense que encore à son âge, elle peut encore travailler. Bah, ça va devenir une joueuse, à mon avis, très très costaude et qui risque d'être très recherchée, tu vois, dans plein d'équipes. Parce que là, elle a un rôle plus important. Je pense que si elle était dans une équipe encore plus forte, elle aurait peut-être un petit peu moins de rôle, tu vois, un petit peu moins d'usage. Euh, mais bon, ça peut devenir, attention, parce que si le plafond continue d'augmenter aussi, hein, ça peut. Tu sais, si en fin de carrière, elle garde sa défense, enfin en fin de carrière, dans l'évolution de sa carrière, mais qu'elle monte à 14-15 points par match, ça peut peut-être même bordurer All-Star, hein, à un moment donné, hein. Donc on va voir, mais non, je suis super emballé de ce qu'elle fait. Parce que c'est vrai que je commençais à me dire, est-ce qu'elle va le passer, le petit cap offensif, quoi, le cap playmaking, attaque, et là, c'est en train de se faire. Donc, Mais c'est cool, quoi. c'est une joueuse dans un effectif où tu as, sur le poste 2 ou 3, je sais pas, une grosse joueuse offensive, qui va peut-être, parfois un peu bouffer le ballon ou quoi. C'est une joueuse qui peut être très pratique à côté, et qui maintenant est, comme tu le dis, tout à fait viable dans un 5 majeur d'une équipe, sans problème, quoi. Et non, non, très chouette. Et Golden State, ben, effectivement, là, on a toutes les joueuses européennes qui sont revenues. On a Janelle Salin qui a mis un peu de temps à se remettre dedans après son retour, mais qui a là a l'air de redémarrer. Les autres françaises aussi, Carla Leight qui est toujours là, qui a beaucoup de mal Ouais. sur son tir extérieur. Mais bon, euh, après, ouais, Mais, c'est une équipe intéressante, franchement. ouais. Après, juste sur ça, parce que c'est vrai que bon, elle est à 3 sur 34 à 3 points depuis le début de saison, 8%. Mais alors, c'est une anomalie, hein. Mais par contre, ça dit quelque chose quand même qu'on avait évoqué, hein, souvent lors de sa draft, c'est que ça n'a jamais été une shooteuse, hein. Donc, c'est pas. Alors, elle va pas shooter à 8% toute sa carrière, évidemment.
c'est un effet loop, hein, mais qui commence à être sur quelques matchs. Mais ça montre aussi que c'est pas du tout une shooteuse. C'est une joueuse qui est intéressante au drive, qui est intéressante sur sa vitesse, sur son premier pas pour aller au cercle. C'est voilà. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'elle n'hésite pas de les prendre. Parce qu'en fait, on lui laisse beaucoup. Du coup, elle a des tirs ouverts énormes, hein. Forcément, hein, quand Mais tu tires à 8%, ça dit beaucoup, je trouve que ça dit beaucoup aussi de l'état d'esprit de la franchise, en fait. ouais, puis du Que caractère de la joueuse aussi, tu vois aussi. et de la joueuse, oui, bien sûr, qui a la confiance, mais qui enfin, je pense que si, elle avait pas la confiance, Ouais. du coaching staff aussi, enfin, ça fait longtemps qu'on leur aurait dit: «Arrête de les prendre», quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, parce que bon, après voilà, après elle en prend un peu moins de 3 par match, bon, mais sur Oui. 16 minutes, c'est pas mal quand même, hein. Mais c'est bien, elle fait une bonne petite saison, c'est voilà, il y a des flashs en fait. Ce qu'on voit chez Carla, c'est que Mmh. on voit que c'est une joueuse qui est pas finie encore, hein, évidemment. Mais il y a des flashs, il y a des bouts de match des fois qui sont intéressants, il y a encore un peu de balles perdues. Mais c'est de l'apprentissage tout ça et puis ça va Mmh. venir petit à petit. Je pense que si elle reste dans cette ligue et qu'on lui laisse un petit peu de temps, bon, je pense qu'on ça sera pas, tu vois, une porteuse de balle principale. Je pense que ça, voilà, il y a pas trop de doute, je lui vois pas ce shift-là. Mais par contre, elle peut être, intéressante, en sortie de banc, comme elle fait là ou surjouer sur quelques ballons, quand elle est un peu, inarrêtable ou qu'elle a une match-up, tu vois, une mismatch, favorable, quoi. Parce que des fois, ça arrive aussi qu'elle est avec son premier pas, tu vois? Je pense souvent quand elle a joué plusieurs fois Kelsey Plum, elle lui a fait un peu de mal, défensivement, quoi. Donc, même si de l'autre côté, ça s'est un peu payé aussi, mais tu vois, c'était marrant aussi quoi, de voir ça, quoi. Donc, non, c'est cool, Carla. Moi, je trouve qu'elle fait. Puis elle s'éclate, elle a tout le temps le sourire. Enfin, Bah, ça a tu l'air vois d'être qu'elle une vit équipe, sa, elle vit sa meilleure vie là, à San Francisco, c'est cool, quoi. de façon globale, Golden State, c'est une équipe autour desquelles, il y a une vibe très positive et d'ailleurs, on s'était un peu posé la question quand il y a eu la draft d'expansion, un peu tout ça, de se demander, tiens, c'est bizarre, vers où va l'équipe, de justement plutôt prendre des vétérans européennes, des joueuses déjà un peu établies, intelligentes. Et en fait, je me demande si on n'est pas en train de comprendre le plan de la franchise, qui est de se dire que le tanking et la transition, la progression arrivera après, que de toute façon c'est une saison très particulière. On l'a déjà dit avec l'énorme free agency qui va arriver, le nouveau CBA, on ne sait pas ce qu'il raconte et tout ça. Et j'ai l'impression que le move cette année, la construction, elle a presque été plus financière, de dire on est une nouvelle équipe, il faut qu'on construise une identité, il faut qu'on construise une fanbase. Le stade est toujours plein. Mmh. Il y a une ambiance de fou. Et il y a quand même l'info qui est tombée que Golden State pourrait déjà être la franchise WNBA avec la plus grosse valorisation. Alors, c'est des chiffres qui valent ce qu'ils Ouais. valent parce que c'est toujours une manière d'estimer la valeur d'une entreprise. Donc, c'est un peu complexe de pouvoir estimer un actif, mais ce serait quand même la première franchise WNBA qui toucherait le milliard de valorisation. C'est quand même pas rien. On rappelle que Joe Lacob, il a dû mettre un billet de 50 millions pour Rien que pour rentrer, hein. rentrer dans l'équipe. Alors, il a dû faire des investissements autour, mais si sa franchise elle est déjà valorisée à 1 milliard, malgré tous les investissements, surtout en sachant qu'il avait déjà les infrastructures de bâtiments et de ce genre de choses, je pense que de façon globale, l'investissement était assez rentable pour tous ceux qui se posent la question et qui disent que la Et WNBA donc, n'est pas rentable. donc tu, Bon, tu, tu veux dire que finalement, il y aurait peut-être un petit peu de rentabilité finalement alors. écoute, je pense que vu le nombre d'acquéreurs, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas, toujours est-il que parce qu'on voit aussi les autres équipes, Toronto, entre autres, Oui, oui. Portland, qui sont en train de construire une identité, et c'est pas toujours aussi réussi d'ailleurs que ce qu'a fait Golden State. On voit quand même que Golden State, ça porte ses Ah, ils fruits, savent faire, hein. ils savent faire. Mais je pense que le sportif aussi, de directement Oui, construire oui. une équipe qui joue et qui gagne quand même des matchs, ça va leur permettre de cimenter la fanbase qui, peut-être dans 2 ans, quand ce sera la Bérésina et que l'équipe sera au fond du fond en train d'aller chercher des hauts picks pour drafter Stara Strong, ben, Et tu vois, ça. 28 ans de moyenne d'âge, cette équipe. Ouais, ouais, tout à fait. Elle est septième, hein, de la ligue en termes d'âge. Tu vois, c'est très loin de Washington, 24 ans, Dallas, 25. C'est pas une équipe jeune parce qu'il y a beaucoup de joueuses européennes, beaucoup de joueuses expérimentées. Moi, je le dis, hein, il leur manque, pour moi, deux joueuses avec cette équipe pour jouer le titre. Il leur faudrait une première et une deuxième option vraiment claire. Et surtout une première, je pense. Tu leur mettrais une première option. Je pense que cette équipe, elle passe tout de suite un cap parce que tout est en place autour, en fait.
Donc on verra aussi ce qui va se passer à la free agency, hein, parce que c'est pareil, hein, toutes leurs joueuses là qu'elles ont signées, bah voilà, hein, Et la ça sera franchise, libre aussi, si hein. elle fait les playoffs dès sa première saison, peut être attractive en free agency, en plus Ouais, avec le mais ça, je demande à voir, moi, parce que je suis oui, pas sûr que ça soit comme tu dis, à mon avis, je pense que le but, c'était de montrer que ça marchait. Par contre, je me demande si à un moment, ça va pas être non plus un peu, ils vont pas mettre un peu le rideau quand même. On en reparlera, mais parce à qu'encore voir. une fois, tu sais, elles font un super début de saison, mais il y a 3 victoires d'écart avec Chicago, tu vois? Qui fait pas du tout un bon début de saison, même si hier, Ah elles ouais, ont battu Minnesota. tout à Tu vois, fait. il y a que 3 matchs, hein, et 3 matchs, bah, tu peux vite les perdre, hein. Donc c'est pour ça que c'est pas, elles sont pas non plus, tu vois, c'est pas Phoenix, quoi, en termes, tu Bien vois, sûr, de bien donc sûr. voilà, donc c'est cool à voir. Après, on va voir, l'optique de la franchise. Moi, je me pose toujours la question de savoir quand même si elles vont pas à un moment mettre le rideau, quoi. Ouais, ouais. Bah, écoute, on verra ça, hein. On en discutera. Tout à fait. 2 équipes sur lesquelles on avait envie de s'attarder maintenant, 2 équipes qu'on considère comme fortes, une plus que l'autre, mais qui ont tendance, Ah! à Moi, j'avais tendance à considérer les 2 fortes en début d'année, hein. ah oui, mais je sais bien, mais Ouais. à l'heure En actuelle, personnellement, en tout cas, elles sont personnellement, en quand tout même cas. à 2 endroits différents du classement. C'est clair. La première, c'est New York. New York qui cale, depuis un certain temps. Donc New York, est parmi les équipes playoffables la seule qui est en bilan négatif sur les 10 derniers matchs. Donc sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires pour 6 défaites. New York est redescendu à la 3e place depuis quelques matchs déjà, dépassé par Phoenix. Et surtout intéressant, donc je disais 4 victoires, 6 défaites, mais les 6 défaites, c'est donc 2 fois Seattle, 2 fois Phoenix, une fois Atlanta, une fois Indiana. Alors en soi, on peut se dire, ben, c'est des équipes plus fortes, donc c'est pas une honte Ouais, de mais perdre bon. contre des équipes là. Mais ça veut aussi dire du coup que, on l'avait dit quand même, New York a aussi démarré sa saison avec un calendrier plutôt favorable. Alors il faut dire aussi que tous ces matchs-là sont survenus, donc il y a l'absence de Jonquel Jones depuis un certain temps. Pendant ces matchs-là, il y a eu aussi, je pense, quelques Bah, matchs Léonie, loupés par les Léonie matchs loupés Fibic, par Leonie Fibic. Sabrina en a manqué quelques-uns un seul, aussi, je crois. un seul. Ouais, je crois, ouais. Euh, il y a eu quelques absences, mais par contre, l'équipe, malgré tout, encore une fois, ok, il y a quelques absences, mais Tu vu l'effectif, quoi. regardez la tête du roster. Voilà. New York pouvait faire mieux sur cette période, je pense assez clairement. En tout cas, on a été tous les deux assez déçus de ce qu'a pu proposer New York sur cette période et dans ces matchs-là, globalement. Ouais, bah, je pense que leur calendrier de début de saison, ça les a pas servis et ça a sans doute pas servi non plus, Sandy Brandello, parce qu'il y avait un net rating de malade, parce que voilà, ils avaient mis, une énorme victoire contre le Sun et cetera, qui a faussé beaucoup les chiffres aussi. Hem, mais je pense que tactiquement, bah, il y a quand même des lacunes. Je pense que Sandy a du mal à s'adapter au fait qu'il y ait des absentes. On l'a évoqué plein de fois, enfin moi j'en ai plein de fois parlé, il y a le problème défensif là où elle continue de faire du switch défensif avec des joueuses qui sont pas adaptées à faire du switch. Parce que quand tu avais Jonquel qui peut quand même défendre des petites, tu vois? Même si des fois elle est un peu ciblée, mais elle peut bouger. Il y a eu toute la période où Leonie Filic était pas là et donc du coup, bah, sans elle, elle c'est vachement intéressant pour faire du switch. C'est une extérieure mais qui est hyper grande donc c'est hyper valable et on s'est retrouvé avec aussi des minutes, moi c'est incompréhensible le 5 small ball là, enfin le match contre Seattle là, Ouais, là c'est le 5, où Sandy Brandello fait switcher Marine sur, Ezi McBegor et Dominique Malonga, qui se retrouve avec Rebecca Gartner, sur elle au poste bas. ça a Non mais permis à Dominique Malonga de faire un de ah ses bah, meilleurs matchs de la ah saison, mais mais voilà, tu vois? Enfin, je veux dire, franchement, super bien joué de Noël Quinn. Bon, fallait pas être un génie, je pense, pour trouver l'adaptation, mais c'était super bien joué et super bien joué à Dominique qui a super bien exploité. Mais à un moment, quand tu es une équipe championne, quand tu as l'expérience de Sandy Brandello, pourquoi tu fais ça, quoi? Enfin, heu, Niara Sabali, je trouve, ne joue pas assez. On a parlé aussi du fait que moi, je trouve que Marine Johannes est pas du tout exploitée, pas assez, même bah, elle si on joue l'a vu pas. un petit peu plus là. Bah, elle joue en fait, mais le problème, c'est qu'on l'utilise pas. Elle a des minutes, mais si tu utilises Marine simplement juste pour défendre, tu vois, c'est dommage quand même, en termes de hiérarchie. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas, l'utilisation alors je sais qu'elle met des 3 points et que
et que beaucoup de gens sont emballés par le fait qu'elle met dedans, mais Kennedy Burke, défensivement, elle est à la rue complète. Et puis offensivement, ok, elle met des 3 points parce qu'elle a des 3 points ouverts, c'est très bien. Mais par contre, dès qu'elle commence à poser le dribble, voilà, c'est très très compliqué. Euh, voilà, Sabrina est bon là, elle a fait quelques matchs un peu mieux, mais elle a eu une période où elle n'était pas du tout dedans. Je trouve que le volume à 3 points aussi est pas bon. Enfin, j'avais fait une vidéo tactique en début d'année, ce que j'avais bien aimé quand Stewie jouait sans le ballon, coupé au cercle, allait au drive. Bon, en fait, on le voit moins, et voire des fois pas du tout. Et je trouve que c'est dommage. Alors après, l'équipe est talentueuse. C'est pour ça que moi, les blessures, j'en parle pas trop parce que quand tu vois qu'il y a des équipes qui sont décimées par les blessures et qui n'ont pas l'effectif de New York et qui arrivent à gagner des matchs, quoi. Mais c'est la Donc, à un preuve. moment, C'est la preuve d'un coaching staff qui s'est pas réinventé vis-à-vis de ses absences. ouais, Ce que tu disais en fait, moi c'est dans ce sens-là que je le disais, pas dans le sens où tu perds parce qu'il te manque des joueuses. C'est juste que fatalement tu joues pas de la même façon s'il te manque une ou deux joueuses majeures, mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Alors je leur demande pas d'être sur un bilan de 9-1 effectivement en ayant joué non, mais des équipes plus bien gros. sûr. Mais le match contre Seattle il est très symptomatique parce que ce match-là, New York peut le gagner en fait, il n'y a pas de problème. Niara Sabali, quand elle a la balle, domine et puis elle l'a plus. Mais elles sont beaucoup sur du shot-making, en fait. Le match de Seattle, le premier mi-temps, à New York est devant, parce qu'en fait, Sabrina est en feu et elle rentre tous ses tirs. Mais c'est les tirs que pendant 3 matchs, elle n'a pas mis. Mais globalement, quand tu regardes, c'est pas une bonne sélection de tirs. Alors, il y a des fois, elle va les mettre, bien sûr. C'est une joueuse, tu vois, c'est une bonne shooteuse. Donc, bien sûr, ça peut rentrer. Mais le problème, c'est que, à la limite, que tu les tentes, que tu les prennes le jour où ça rentre, vas-y. Mais le truc, c'est que en deuxième mi-temps, ça s'arrête. Et là, il n'y a plus rien dans le jeu. Et il n'y a vraiment plus rien. Et je pense qu'il y a un point aussi qu'on n'a pas évoqué, mais et notamment, tu vois, défensivement et autres, quand je parlais du switch all, c'est que l'année dernière, elles avaient 2 joueuses qui permettaient de faire ça, qui sont plus là, c'est Betnat Jalaini et Kella Santon. Et ces joueuses-là, en fait, bah, tu les as pas remplacées dans ce style de jeu défensif, en tout cas. Parce que Betnadja, elle pouvait switcher sur tout le monde, sur tous les pros. Et Kella Santon aussi. Et du coup, tu en as 2 de moins. Alors, tu pouvais te dire que Rebecca Gartner et Kennedy Burke pourraient le faire, parce qu'athlétiquement, tu peux te dire, sauf qu'elles ne le font pas, en fait. Enfin, qu'elles sont pas bonnes du tout là-dessus. Et je pense que c'est là aussi que Sandy peut-être se plante un peu. C'est le fait de ne pas voir, c'est de se dire, ah, Kennedy Burke, elle est grande, elle est athlétique, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc, elle va pouvoir switcher. Et en fait, quand tu regardes, à chaque fois qu'elle switch, bah, en fait, elle prend des points. Et donc, je pense qu'il y a un. Et en plus, quand elle a fait jouer des fois poste 5, bah, ça devient compliqué aussi pour elle, quoi. Enfin, tu vois, à un moment, ok, elle est un peu grande, elle est costaude, mais bon, tu vois, les centimètres, ça se fait payer, puis c'est pas une joueuse qui est habituée à jouer là, quoi. Non, ça reste une Donc, extérieure à la base, hein. comme Stewie, tu sais, moi, je milite aussi que j'aime pas trop Stewie défensivement quand je la vois au poste 4 ou au poste 5, parce qu'en fait, sur post-up, elle se fait manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est intéressante, tu vois, en aide et tout ça, parce que l'envergure. Mais par contre, sur le jeu de post-up, et c'est pour ça que moi, depuis longtemps, je l'aimais bien en poste 3, quand elle avait des postes 3 sur elle, pour avoir l'avantage toujours. Et puis pour pouvoir la mettre un peu, de faire rôder autour du cercle, etc. Mais donc voilà, je ne sais pas trop, mais ouais, je suis un peu déçu, moi, quand même. Je pense qu'avec l'effectif là, malgré les blessures, elles doivent pouvoir faire mieux que ça dans le jeu, en tout cas. Après que tu perds Phoenix, ok, tu perds Seattle, bah, c'est des bonnes équipes. Mais c'est la production dans le jeu qui m'inquiète un peu, quoi. Oui, tout à fait. Après, ben voilà, New York est troisième et je pense que ça met pas du Oui, tout en péril bien leur, sûr. leur régulière. Mais bon, c'est quand même un. Attention playoff quand même, par contre. Mais voilà, exactement, parce que c'est quand même aussi une période où tu aurais peut-être pu travailler d'autres choses, tu vois, en l'absence de certaines joueuses. Et on sait bien qu'en playoff, avoir des plans B, des plans C, des plans D, c'est intéressant d'avoir Et, plusieurs armes. Et là, c'est pas le cas. et je trouve quand même que ça montre aussi toute l'importance, même si elle est très peu utilisée depuis 3 ans, mais toute l'importance de Jonquel Jones dans cet effectif. Tout à fait. Ah ouais. Rien Ah qu'en oui, termes de spacing, en termes, tu vois, défense, danger même, parce que tu es obligé de la respecter, en fait, du coup. ouais, ouais. Et Et là, d'ancrage ça se voit, défensif. quoi. Ouais, bah c'est clair, ouais. Bah, clairement, clairement. Une autre équipe Allez, qui a un peu tendance à coincer, c'est le Fever, donc le Fever sur ses 10 derniers matchs est à 5 victoires, 5 défaites, un bilan tout juste à l'équilibre. Indiana, de façon globale d'ailleurs, a un bilan tout juste à l'équilibre et est actuellement 8e au classement, donc dernière équipe avant la loterie. Alors il y a eu une petite absence de Caitlin Clark, même pas si petite que ça, mais
force est de constater que ces difficultés d'Indiana, on les a déjà vues sur les derniers matchs de Caitlin avant son absence. Et là, Caitlin est revenue et on voit toujours un peu certaines difficultés dans le jeu. Alors, entre-temps, Indiana a été gagné la finale de la Commissioner's Cup, qui a mis un peu de beurre dans les épinards. Mais Indiana, c'est un Qui peu n'est pas une plus bonne nouvelle pour le titre, dernièrement. qui statistiquement n'est pas une bonne nouvelle pour le titre, effectivement. Mais, euh, mais voilà, Indiana a quelques difficultés. Ouais. Alors, moi, je vais pas parler de la période sans Caitlin, parce que pour moi, ça vaut pas le coup de l'analyser. Elle est trop importante dans l'équipe, elle a trop de choses pour que. Et puis, tu peux pas en 4 matchs comme ça réinventer tout. Et globalement, en plus, elles ont quand même réussi à se mettre au moins à l'équilibre, je pense, Ouais. quand elle n'était pas là. Ouais, pour le coup, si tu veux, comme ça, je complète. Dans Vas-y, vas-y, vas-y. les défaites, en fait, il y a 2 défaites contre Golden State, 2 défaites contre Los Angeles, une défaite contre Las Vegas, donc des défaites contre des équipes qu'on a dit qui sont soit avec certaines difficultés ou quoi. Par contre, il y a aussi une victoire contre Minnesota et une victoire contre New York. Donc, Hmm, tu vois, c'est tout le paradoxe de cette hmm. équipe d'Indiana, en fait. Mais, mais par contre, je pense que. Donc, ouais, la période, et puis tout le petit débat là que j'ai entendu dire, ah, Indiana joue mieux sans Caitlin, etc. Bon, bref, on va abandonner tout ça parce que ça n'a aucun sens. Par contre, je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur le Fever. Moi, je suis assez déçu quand même. Globalement, je suis déçu de ce que je vois dans le jeu depuis le début de saison. Même si j'avais été emballé sur les deux, comme, trois pour, premiers matchs, comme pour New mais York. mais incroyable parce que j'en avais fait une vidéo et je m'étais dit, Alléluia, ça y est, quelqu'un a trouvé la lumière et notamment sur l'utilisation de Kathleen et j'avais adoré ça. Et là, en fait, on voit plus du tout ça. Et, et je pense que le problème du Fever, c'est avant tout l'utilisation de Kathleen, qu'en est faite. Hein, c'est pas forcément de sa faute, mais c'est comment on l'utilise. Et parce que les équipes, en fait, ça y est, ils ont compris. Et je vais sortir sans doute une vidéo là-dessus dans quelques temps. J'attends un petit peu d'avoir un petit peu plus de contenu. Mais sur les 2 matchs avant sa blessure et là sur les matchs de retour, en fait, on voit des schémas défensifs qu'on n'avait pas vus l'année dernière sur elle. On voit beaucoup de switch. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que de mettre la pression sur Kathleen en venant à deux, c'était peut-être pas la bonne solution. Alors, elle perd des balles quand on fait ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle lâche quand même beaucoup de passes décisives. Parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle a la vision du jeu et que sa qualité première, on l'a tout le temps répété, c'est sa qualité de passe. Et souvent, en fait, tu te fais punir derrière par Lia Boston, qui fait d'ailleurs une super saison. Sur chaque match où Kathleen est prise à deux, regardez les stats et la production d'Alia Boston, bah ouais, mais forcément, elle a un avantage énorme, en fait. Elle en C'est, va vite. mais c'est du 4 contre 3 après à chaque fois à gérer. Et donc, du coup, là, on a vu Seattle le faire. On a vu euh, les Valkyries le faire. Alors là, Atlanta ne l'a pas fait. D'ailleurs, le Fever a gagné le match parce qu'elles n'ont pas vraiment les intérieurs pour faire du switch. Quoi. Brianna Jones et Brittney Griner, ça ne peut pas switcher sur les petites. Mais par contre, elles l'ont fait. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu ne crées pas de décalage avec Caitlyn, eh ben, elle a beaucoup de mal, énormément de mal à scorer. Je vais te donner juste sur ces 5 derniers matchs, donc qui correspondent vraiment à ce changement de défensif. Elle est à 11,5 points par match. On parle de Caitlyn. Hein. Alors, il y a toujours des passes. Hein. Il y a presque 9 passes. Il y a presque 6 balles perdues. Mais l'adresse, 28% au tir, 11% à 3 points. Mhm. Et en fait, ce qu'on voit, c'est un peu tout ce qu'on a dit quand elle était à Iowa. C'est tout ce qui lui manque un peu. C'est-à-dire que dès que tu lui bloques le step back à gauche et que tu lui bloques le drive à droite, eh ben, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. Et quand tu switches, tu ne crées pas de décalage. Donc, en fait, elle se retrouve à devoir scorer sur des fois des joueuses qui défendent bien, qui sont grandes. Moi, j'ai vu des switches, par exemple, où elle a Ezzy McBegor en face de elle, et elle essaye. Au final, ça se finit par un tir contesté à 3 points. Mais quand tu as Ezzy sur toi qui lève le bras, bah, c'est compliqué, tu vois. Et il y a toujours un peu de manque de finition un peu au cercle, tu sais, de jeu intermédiaire, pas beaucoup de mid-range, elle va pas chercher beaucoup de choses. Et en fait, on se rend compte que bah, du coup, l'efficacité chute. Et là, on en revient à la problématique que quand elle a le ballon, bah, on lui propose ça. Donc, elle a un peu de mal à scorer. Et quand elle n'a pas le ballon,
et là, c'est là que moi, j'en veux beaucoup au staff et que j'en veux aussi beaucoup à sa coach d'Iowa, c'est que vous regardez sur les derniers matchs, là, les 2 derniers matchs, en plus, il y a eu des moments où elle a eu moins le ballon, et ben, elle bouge pas. Il se passe rien. Elle pose aucun écran. Elle se déplace pas. Elle reçoit pas d'écran. Alors, elle profite de sa gravité quand même parce qu'il y a une joueuse sur elle, tu vois, parce qu'elle fait peur à 3 points. Mais par contre, il y a pas de déplacement. Et, et je trouve que c'est une mauvaise utilisation. C'est-à-dire que il faudrait qu'elle bouge tout le temps. L'intérêt de Kathleen, c'est sa peur sur le jeu, c'est la création de chaos. Et quand elle n'a pas la balle, elle se déplace pas. Mais Et là, je regardez, pense que quand même, c'est un gros problème du Fever, tu vois. regardez un match de Stephen Curry en fait. Ouais. Et tu Stephen vois, Curry quand il a la balle et quand il a pas la balle, mais regardez Stephen Curry quand il a pas la balle. Le mec court tout le temps, c'est un marathonien. Parce que tu vois, on a beaucoup parlé parfois des parallèles qui sont pertinents par pertinents. Le parallèle Caitlin Clark et Steph Curry, de par leur capacité à être une triple menace et leur faculté au shoot et la gravité qu'ils créent, il est pertinent. Mais par contre, il faut voir ce qu'il fait, Steph. Et donc, ce que Caitlin est tout à fait capable de faire. C'est juste une question, là, pour le coup, d'envie. Alors, il y a quand même du bah, il y a coffre de physique à l'apprentissage aussi, avoir, je pense quand même. il y a de Ouais, ouais, ouais. l'apprentissage Je à pense quand avoir même par aussi. rapport à ça. Et ouais, mais elle est plus si jeune que ça pour apprendre non plus des choses qu'elle n'a pas fait du tout pendant toute sa fac, tu vois. Et tu vois, tu as parlé, alors tu sais que j'aime pas trop, moi, les comparaisons Non, 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 je sais. garçon-fille, mais je trouve qu'aujourd'hui, je vais en faire une petite quand même, je trouve que Kathleen, elle joue plus comme Trae Young que comme Steph Curry, en fait. Oui, tout à fait. Et C'est-à-dire que c'est une joueuse héliocentrique qui a beaucoup la balle, très bonne passeuse, shoot qu'on dit d'élite, mais enfin bon, shoot d'élite à 30%, attention quand même, ça veut pas dire, encore une fois, j'ai mis un petit message là-dessus sur Twitter, ça veut pas dire que quelqu'un fait un truc à haut volume que c'est forcément de l'élite, en fait, hein, tu vois, mais ouais, ça ressemble beaucoup plus parce que justement, elle a pas. Et moi, j'aimerais par contre qu'elle joue comme Steph Curry, tu vois. Et je pense que si elle jouait comme ça, on aurait une attaque all-time du Fever. Mais vraiment. Parce que elle serait tout le temps en mouvement, mais par contre, alors oui, il y a de l'envie, oui, il y a des schémas tactiques à mettre en place. On l'a vu un peu au début, j'ai fait une vidéo presque de 30 minutes là-dessus avec plein d'images. Donc on le voyait, sauf qu'on ne le voit plus. Là, son volume, il a encore augmenté, elle est presque à 32% d'usage là, par rapport à l'année dernière, tu vois. Donc en plus, bah, avec la manque d'efficacité, bah, ça commence à piquer quoi, en attaque. Et il y a un point, c'est que par contre, ça se bosse quoi. Tu vois, apprendre à poser des écrans, c'est pas, tu vois, ça se prend pas du jour. Tu peux lui dire: «Oui, va poser l'écran», mais par contre, il faut quand même savoir poser l'écran, tu vois? Le bon timing et cetera. Je pense que ça, faudrait qu'elle le travaille vraiment hors saison, tu vois? Mais j'aimerais bien au moins, même si elle va pas poser des écrans pour les autres, j'aimerais au moins qu'elle en reçoive, tu vois? Off ball. Tu vois? oui, Qu'elle se mette à se déplacer parce que là, ça forcerait des switches, tu vois? Ça forcerait des décalages, ça forcerait les défenses et ça ouvrirait peut-être encore plus d'espace pour les autres. Mais là, c'est vrai que, bah, bon, je les ai pas partagées les vidéos parce que je me les garde un peu pour faire ma vidéo tactique, mais il y a beaucoup sur les derniers matchs, tous les passages où elle a pas la balle, elle ne se déplace pas. Elle est à la ligne à 3 points et elle ne bouge pas. Et ça, c'est pas de sa faute, hein. C'est vraiment parce que dans les schémas de jeu, bah, on lui dit pas de le faire, quoi. Et je pense que ça serait une réponse vraiment pertinente à cette, petit, bah, tu vois, ces adaptations défensives parce qu'encore une fois, c'est la joueuse, sans doute une des joueuses en tout cas qui est la le plus scoutée, quoi. Tu vois, mhm, quand tu joues le Fever, le premier nom que tu mets sur ton scouting oui, report, c'est Caitlin Clark. Et ce qu'on voit maintenant, bah, tu sais, c'est des choses qu'on a parlé il y a depuis 5 ans en fac, qu'on voyait pas les équipes de fac faire, quoi. Alors ils avaient pas forcément le personnel aussi pour le faire. Mais là, attention parce que alors, je pense qu'elle a aussi un petit déficit d'adresse, hein, tu vois? ouais. Ça Puis, arrive puis c'est aussi une, ça. puis c'est une période où elle a eu une Oui, blessure elle a été musculaire, blessée. donc D'ailleurs, je pense qu'elle est peut-être revenue un poil tôt, moi, je pense aussi. ouais, Mais bon, possible. et qu'il y a un peu de pression sur la franchise pour qu'elle joue. D'ailleurs, on le voit bien, elle avait dit à la première blessure: «Non, non, mais moi, si je reviens, c'est à 100, il y a pas de minutes limitées». Sauf que là, sur les 2 derniers matchs, elle joue beaucoup moins, hein. Donc, à mon avis, elle est encore un peu impactée par la blessure. Mais on le voyait déjà avant, hein, même avant sa deuxième blessure. Mais le truc, c'est que, voilà, je pense que là, on s'est rendu compte qu'elle a plein de qualités, mais qu'elle a aussi des défauts criants et que là, les équipes, ça y est, ils ont mis le doigt dessus. Et donc, moi, ça m'intéresse de voir comment aussi le staff va répondre et comment elle aussi, elle va répondre parce que quand tu es une attaquante d'élite comme elle l'est, elle va forcément trouver des réponses, tu vois. Mais par contre, j'aimerais bien quand même pas retarder à le voir parce que autant te dire que si sur un mois, Kathleen, elle tourne à 11 points par match, Oui.
c'est plus du tout la même. Non, mais c'est plus du tout la même force de frappe du Fever, hein, tu vois, parce que tu sais, je me rappelle quand on avait fait les previews, tu sais, des joueuses, le power ranking et tout ça, on avait dit que c'est une joueuse qu'on n'empêcherait pas de mettre 20 points par match. Et presque l'année dernière, on ne l'a pas empêché, tu vois. Sauf que là, attention, parce que si le scoring baisse, ça peut commencer à être plus compliqué, quoi. Alors, à mon avis, il y a un petit quand même, tu vois, un petit contre-coup d'adresse, hein. Je pense que ça va revenir un peu, mais ouais, moi, je suis déçu, hein. Franchement, pour une coach comme Stephanie White, je suis déçu d'Indiana quand même globalement depuis le début de saison, quoi. Dans le jeu proposé, encore une fois, hein. Pas que dans les résultats. Les résultats, bon, ça vient, mais dans le jeu, ouais, je suis un peu déçu quand même. Ouais, bah écoute, ça me paraît pas mal complet pour ce dimanche. Alors, pour la petite histoire, on a encore des matchs jusque jeudi, je pense. C'est ça, Ouais, jusque la ça doit nuit de être ça, ouais. mercredi à jeudi, pour être Mmh. plus précis. Et après, il y a pause, ouais. Après, c'est la pause. Vous avez donc le All-Star Game qui aura lieu la nuit de samedi à dimanche. Et puis les matchs reprendront ensuite le mardi suivant, enfin la nuit de mardi à mercredi. Bon, on aura l'occasion de discuter de tout ça. Petit point rapide parce qu'on en parlait sur l'Euro des filles moins de 2000, moins de 18, U18, où malheureusement la Belgique et la France se sont inclinés en demi-finale. Donc cet après-midi, je pense, il y aura l'occasion de regarder le match pour la médaille de bronze, pendant que l'Espagne et la Finlande iront disputer le titre des U18. Si vous manquez de basket, c'est sur YouTube, c'est disponible à Mmh. tous et c'est sympa de voir un peu les pépites de demain. Et, je vous encourage à regarder ça. Et en tout cas, moi, il me reste à vous souhaiter à tous et à toi, Gis, un bon dimanche et ben, à bientôt. Ciao, bon dimanche. Ciao.